Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui sont déjà connectées avec nous pour cette table ronde. Chers participants, bienvenue à cette table ronde sur les opportunités du marché de l'électrification rurale décentralisée à Madagascar. Je suis Alexis Rebinder, je suis membre du conseil d'administration de l'ARE, Alliance for Electrification, et également Development Manager pour la société, pour le groupe Général du Solaire en charge de nos activités en Afrique. Et j'aurai aujourd'hui l'honneur et le plaisir de modérer cette table ronde sur les opportunités à Madagascar. Avant de lancer la session et pour débuter, je souhaiterais remercier d'abord le programme PERER de la GIZ Madagascar pour le soutien à l'organisation de cette table ronde. Cet événement fait suite au Forum pour l'électrification rurale à Madagascar qui avait été organisé en octobre 2021, déjà avec le soutien de la GIZ et organisé par l'ARE. Grâce au soutien de l'ONUDI, UNCDF, le PNUD et la GIZ de Madagascar, nous vous avions proposé 3 sessions thématiques. Le contexte du marché de l'électrification rurale à partir des ENR à Madagascar, la présentation de projets et de solutions techniques de mini-réseaux et kits solaires existants à Madagascar et la présentation de différents instruments financiers disponibles pour stimuler l'électrification rurale à Madagascar. Aujourd'hui, la table ronde vient prolonger cet échange en se concentrant sur le secteur privé et en vous présentant 5 initiatives existantes à Madagascar. 5 intervenants vont se suivre pour vous présenter leur société, les raisons qui les ont poussés à choisir Madagascar pour leurs activités et les perspectives du marché selon leur propre expérience du terrain, ainsi que, bien sûr, les défis auxquels ils font face au quotidien. Donc, avant de parler la parole à Monsieur Jasper Eyrick de la GIZ, j'aimerais aussi vous inviter à rejoindre l'ARE, donc Alliance for Electrification, si vous n'en faites pas encore partie, qui est une association internationale d'affaires qui fédère aujourd'hui plus de 185 sociétés, 185 membres, et qui défend toute la chaîne de valeur de l'accès à l'énergie, du kit solaire au mini-grid. En rejoignant l'ARE, vous avez accès, bien sûr, à une comité de membres engagés dans le secteur du marché de l'électrification rurale, de l'accès à l'énergie, mais également à une connaissance du marché, un développement d'affaires, des opportunités marketing et bien sûr toute la connaissance du marché que peuvent apporter les experts de l'ARE. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Jasper Eyrick, coordinateur de la composante électrification rurale du programme PERER de la GIZ Madagascar. Jasper, la parole est à vous. Merci beaucoup et bienvenue. Donc, oui, cette session a pour but de promouvoir Madagascar auprès, j'espère, de publics internationaux divers. J'espère donc que votre intérêt pour Madagascar est éveillé et que vous nous rejoindrez sur cette belle île dans le but de développer l'électrification ici. Du côté des PTF, je voudrais mentionner brièvement que l'année dernière, le secteur de l'électrification rurale à Madagascar a reçu un intérêt croissant. Il semble donc que les subventions nécessaires pour l'électrification rurale puissent être traitées, du moins en partie. Bref, mot encore sur la coopération allemande et la GZ ici à Madagascar. Allemagne célèbre cette année les 60 ans de coopération avec Madagascar. Et la coopération allemande à travers la GZ continue d'intervenir dans la grande île pour le compte du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Depuis 2009, la GZ est active ici à Madagascar dans le secteur de l'énergie et depuis 2015 avec le programme PERER, la promotion de l'électrification par les énergies renouvelables. Donc, c'est déjà tout de ma part. Je ne voudrais pas prendre plus de temps. Donc, il me reste maintenant à remercier les intervenants pour leur contribution et à ARE pour l'organisation de cet événement. Merci beaucoup et un bon événement à nous tous.
Merci beaucoup, Jasper. Donc, avant de laisser la parole aux intervenants, juste pour expliquer à tous les participants le déroulé de la session. Donc, vous allez d'abord avoir 5 intervenants qui vont se suivre et qui vont vous présenter leurs activités à Madagascar, donc 5 intervenants du secteur privé. Et ces interventions seront suivies d'une session de questions-réponses de 10 à 15 minutes en fonction du temps qui nous restera. Donc, n'hésitez pas pendant l'ensemble des interventions à faire part de vos questions dans le chat et elles sont reprises par moi-même lors de la séance de questions-réponses. Voilà, donc les questions se posent au fil de l'eau et on les pose toutes ensemble à la fin des interventions. Je laisse sans plus attendre la parole au premier intervenant, à la première intervenante, donc Madame Julia Reynolds, Business Development Manager chez Schneider Electric. Donc, Julia, la parole est à vous. Alors, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Super. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais vous présenter donc aujourd'hui le programme Access to Energy de Schneider Electric. Si vous pouvez passer à la slide suivante. Alors, ce programme existe depuis 2009 et s'oriente autour de 3 dimensions. La formation de jeunes de milieux défavorisés pour permettre la compétence au niveau local des métiers de l'électricité. Le développement et la commercialisation de produits et de solutions pour l'électrification rurale à destination des populations défavorisées et l'investissement dans des startups du secteur de l'accès à l'énergie à travers divers fonds d'investissement. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, ce programme, depuis 2009, a déjà permis d'électrifier 29 millions de personnes. Et ce programme a pour but d'apporter l'électricité à 80 millions de personnes en 2030 à travers la formation de formateurs, de personnes et le soutien de divers entrepreneurs. Nous avons plusieurs cibles qui sont la santé. Il est important de donner l'indépendance énergétique aux centres de santé de base et aux hôpitaux. L'éducation, mais aussi les villages et les ménages. Nous souhaitons développer des projets pour électrifier des centres communautaires ou des villages entiers. L'agriculture est aussi une de nos cibles car dans les pays en développement, l'agriculture est un des secteurs d'activité les plus nombreux dans les pays en développement. Et donc, nous souhaitons permettre aux agriculteurs d'augmenter leurs revenus et donc de permettre un cercle vertueux à l'économie et au tissu économique local. Et ensuite, nous soutenons aussi les femmes entrepreneurs à travers les petits commerces et les petits artisans. Et nous pouvons répondre aussi aux urgences en cas, par exemple, de crise de guerre ou de crise climatique. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pourquoi nous avons choisi de nous intéresser à Madagascar? Car selon l'Office de régulation de l'électricité de Madagascar, le taux d'accès à l'électricité est très bas. Au niveau national, il est de 18%, mais au niveau rural, il est seulement de 11% en 2021. C'est un marché aussi très intéressant pour l'accès à l'énergie et l'électrification rurale, car il y a seulement 3 zones de réseaux interconnectés pour un total de 500 MW installés. On peut le voir sur la carte, du coup, c'est autour de la capitale, au sud à Fianarantsoa et à l'est. Le reste, ce sont majoritairement des centres isolés qui fonctionnent avec des centrales thermiques qui coûtent très cher, et ce qui fait que la compagnie d'électricité nationale vend à perte et cumule les dettes. Et en plus de tout cela, il y a un délestage très important dans tout le pays. Et pourtant, c'est un pays avec beaucoup de potentiel, notamment au niveau du solaire. Ce pays bénéficie de 2800 heures d'ensoleillement par an. Il y a aussi des initiatives nationales intéressantes, notamment le programme gouvernemental OMDF, Off-Grid Market Development Fund, qui permet à nos distributeurs de bénéficier de subventions et de crédits. Mais je laisserai Bamboo Capital, je pense, en parler plus tout à l'heure. Et les produits solaires peuvent bénéficier aussi d'avantages fiscaux et douaniers,
ce qui est très intéressant pour la distribution de nos produits. En plus de tout cela, la politique de l'énergie de Madagascar est très ambitieuse, avec un objectif de 70% d'accès à l'énergie pour les ménages en 2030. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, nous souhaitons répondre à ces besoins à travers différentes solutions, les lampes solaires individuelles de rechargement, mais aussi les kits solaires à travers le Pay as you go, ce qui se développe de plus en plus à Madagascar et ce qui permet aux familles qui ont les revenus les plus précaires de bénéficier de kits solaires sans avoir à avancer un gros investissement. Et ces familles peuvent donc bénéficier de crédits. Et nous souhaitons aussi développer des micro-réseaux jusqu'à 100 kW grâce à nos solutions modulaires proposées par Schneider Electric. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, quels sont les enjeux et les perspectives à Madagascar selon nous? Nous pensons qu'il faut que la population ait confiance en ces nouvelles solutions et en ces nouvelles installations. Pour cela, il faut que ces installations soient durables dans le temps et que la population ait une vision long terme, c'est-à-dire que, enfin, on le sait tous qu'il y a beaucoup de défauts de paiement, notamment au niveau du Pay as you go, et donc il est important de faire prendre conscience de la vision long terme de ces équipements, finalement, qui sont rentables pour la population sur la durée. Et il faut aussi, du coup, accompagner les entrepreneurs dans les villages pour permettre de créer un tissu économique local et donc éviter les défauts de paiement et donc développer l'économie des villages. Il est nécessaire également que la politique énergétique du pays soit stable et donc qu'il y ait également, encore une fois, une vision long terme des règles. Cela permettra de donner confiance aussi aux investisseurs pour investir dans de nouveaux projets à Madagascar. Ensuite, il est important de promouvoir l'intérêt de l'électricité verte. C'est difficile pour des populations qui ont l'habitude d'utiliser des lampes à pétrole ou des groupes électrogènes depuis toujours de passer à de l'électricité verte. Donc c'est pour ça qu'il est très important qu'il y ait une assimilation par la population de ces solutions et de ces installations et qu'il y ait une démarche participative et une responsabilisation des usagers. Ensuite, il est très important également que les installations soient pérennes, et donc c'est pour ça qu'il faut miser sur la qualité des équipements, la formation de locaux dans les villages pour maintenir les installations, ce qui permet en plus de créer de l'emploi, donc et de donner confiance encore une fois de plus à ces nouvelles installations. Et pour finir, dans un contexte de concurrence accrue, il est important d'utiliser la complémentarité des solutions et des acteurs, que ce soit des acteurs privés ou publics, ou que ce soit aussi des solutions kits solaires ou mini réseaux, pour permettre de créer des projets durables dans le temps et d'électrifier le plus possible Madagascar, qui est donc un marché, un énorme marché à conquérir. C'est tout pour moi. Je vous remercie pour cette écoute. Merci beaucoup Julia pour la présentation de vos activités à Madagascar et des opportunités, mais à la fois des challenges que cela représente. Pour poursuivre, pour prendre la suite, je vais donner la parole à Monsieur Clément Joulin. Clément Joulin qui est donc Sales Manager chez Victron Énergie et qui va, j'imagine, donc nous présenter ses activités. Clément, la parole est à vous. Oui, Alexis, merci beaucoup. Merci pour nous laisser l'opportunité de parler lors de cette session. Donc, je vais présenter un petit peu notre société et notre activité, Victron Énergie. Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, qui sommes-nous? Victron Énergie, on est une société hollandaise qui a été fondée en 1975. Ça fait déjà 47 ans, du coup, qu'on est dans le circuit. Et on est reconnu comme un fabricant et un des leaders mondiaux de systèmes d'énergie qui utilisent du stockage.
Donc évidemment, ce sont des systèmes qui sont très prisés en Afrique et particulièrement à Madagascar dans le cadre du solaire et dans le cadre de l'électrification rurale. Donc avec 47 ans dans le secteur, on a développé toute une gamme de produits. À la base, on est surtout centré sur l'électronique. C'est vraiment notre cœur de métier, électronique de puissance, donc tout ce qui est conversion électrique, hein, que ce soit pour charger des batteries ou transformer l'énergie des batteries en énergie de 120 volts utilisable par n'importe quel type d'équipement. Et puis autour de ce cœur de métier, on a développé tout un tas de produits, tout un tas de services qui apportent de la valeur ajoutée sur ce cœur de métier. Voilà. Alors, pour préciser, nous, on est un fabricant, comme je viens de le dire. Donc, on n'est pas directement présent à Madagascar. On s'appuie en fait sur un réseau de distributeurs et de partenaires qui vont acheter les solutions chez nous et qui vont assembler des systèmes et des solutions sur la base de nos produits, mais pas seulement, puisque nous, on est juste une partie de la solution technique. Il va falloir y ajouter des panneaux solaires, il va falloir y ajouter des batteries, il va falloir y ajouter tout un savoir-faire. Et nous, en fait, on intervient un petit peu en tant que fabricant, on intervient en appui sur justement ce réseau de distributeurs pour les aider à améliorer les services qu'ils vont apporter aux utilisateurs finaux, à monter les projets dans les règles, et puis aussi sur le plan technique. Donc, en fait, pourquoi Madagascar? Nous, Victron, on est présent depuis 2002, donc ça a commencé avec un premier distributeur, un client qui achetait du matériel Victron qui était basé à Tuléar. Et donc, ça fait déjà 20 ans. Depuis, notre présence s'est beaucoup renforcée, on a beaucoup grandi. Aujourd'hui, on a plusieurs partenaires qui distribuent nos solutions et qui font de nombreux projets qui diffusent nos produits. Donc évidemment, Madagascar, on le sait tous, hein, c'est un très grand marché pour le solaire hors réseau puisque il y a une combinaison de différents facteurs. C'est un pays très étendu avec une très faible couverture du réseau électrique interconnecté. Hein, Julia vient de le dire, de Schneider Electric. On n'a que 3 zones dans le pays où on a un réseau qui est interconnecté. Donc en fait, l'électrification se fait plutôt par des groupes électrogènes diesel par ville. Et dès qu'on sort des villes principales, il y a aucune couverture électrique. Donc évidemment, le champ d'application du solaire hors réseau est immense. Très faible taux d'électrification, évidemment. Et puis, au-delà de ça, il y a des problèmes structurels hein, sur le réseau électrique, avec un déficit de production, avec des déficits des infrastructures, donc mauvaise qualité du courant. Donc là aussi, nos solutions chez Victron sont très prisées, même dans des zones qui sont déjà électrifiées, pour fournir une énergie électrique de qualité. Et enfin, une dernière chose que vous savez sûrement déjà, mais qui est importante et qui joue sur le contexte, c'est qu'il y a des zones tarifaires au niveau du réseau et en zone 3, ce qui représente peut-être 90% du pays, on a des coûts d'électricité qui sont très élevés. Donc là, encore une fois, c'est très favorable à la diffusion des solutions solaires avec ou sans stockage. Suivante, s'il vous plaît. Alors, quels sont les défis et les lacunes de Madagascar concernant l'électrification rurale décentralisée? C'est un petit peu, comme on dit, on a les défauts de ses qualités. Donc, étant donné que c'est un pays vaste avec un mauvais réseau, c'est aussi un pays où c'est difficile d'aller monter des projets, d'aller installer des systèmes et d'aller électrifier des zones. Le pays est très grand. Il y a des zones qui sont très, très isolées. Le réseau routier est en très mauvais état. Donc tout ça, évidemment, ça complexifie les opérations. C'est une zone qui est cyclonique, ça aussi c'est important de le rappeler. Donc ça veut dire qu'au niveau des projets, au niveau des centrales solaires, il y a des contraintes supplémentaires qui viennent s'ajouter. Il ne faut pas installer les panneaux solaires n'importe comment, il faut tenir compte soit résister au vent cyclonique, soit avoir des stratégies de repli. On peut avoir des zones qui sont inondées, on peut avoir des zones qui sont totalement inaccessibles pendant plusieurs mois dans l'année. Donc évidemment, tout ça, c'est des contraintes et des défis pour aller électrifier des zones entières. Et puis après, ce qu'on observe aussi, nous, même si on est un peu en recul en tant que fabricant, mais c'est les retours d'expérience qu'on a de nos distributeurs. Et puis moi, personnellement, j'ai habité 4 ans à Madagascar, donc j'ai quand même une expérience du pays. Il y a aussi des lacunes et des déficiences dans le montage et le pilotage des projets. On sait qu'il y a un niveau de corruption qui est élevé. On sait que des fois, certains projets sont
montées, disons qu'il peut y avoir par exemple, le moins 10 ans va être sélectionné sur certains appels d'offres ou certains montages de projets. Donc, au niveau technique, après, ça peut poser des problèmes sur la durabilité des solutions qui sont mises en œuvre. Donc, il y a pas mal de challenges qui se jouent à ce niveau-là. Donc, nous, on essaie de beaucoup accompagner là-dessus. Donc, ce qu'on fait avec nos distributeurs, c'est qu'on fournit un appui technique à travers de la formation. Donc là, par exemple, les photos que vous avez sur la droite, c'est une formation qu'on avait organisée en 2019. Donc, on avait entraîné à peu près une 50aine de personnes pendant 3 jours avec de la formation théorique, mais aussi beaucoup de formations pratiques. Et puis, on fait des formations, on a des supports de formation dédiés aux professionnels sur des sites, sur notre site. Et puis, on fait des webinaires très larges à la communauté avec plus de 1000 participants sur toute l'Afrique subsaharienne. Donc, on touche beaucoup de gens. On essaie de faire, disons, notre part du travail et même un peu plus, je dirais, pour accompagner la filière vers un renforcement des capacités techniques parce qu'évidemment, c'est très important pour que les projets soient une réussite à l'installation et après, bien sûr, dans la durée. Suivant. Donc, quelles sont les perspectives sur le marché? En fait, ce qui est en train de se passer en ce moment sur le marché du solaire, des solutions solaires photovoltaïques avec stockage, c'est qu'on avait depuis 10 ans des panneaux solaires qui sont devenus très accessibles financièrement et très compétitifs. Au niveau de l'électronique, c'est déjà mature. On a aussi des solutions qui sont très fiables et qui sont très performantes et très efficientes. Mais on avait un caillou dans notre chaussure, c'était le stockage. Et là, actuellement, la donne est en train de changer. Donc, la tendance, elle est déjà initiée depuis 5 ans. Mais là, ça y est, on est vraiment en train de changer de paradigme. Et avec les nouvelles solutions de stockage qui arrivent, qui sont basées sur du lithium, et qui vont évoluer aussi plus tard peut-être vers du sodium, peut-être vers d'autres technologies, mais des technologies qui sont de plus en plus propres au niveau de l'environnement, de plus en plus accessibles financièrement et de plus en plus robustes au niveau technique. On est en train de changer d'échelle et on va pouvoir développer du coup des solutions d'électrification avec stockage. Donc c'est ce qui nous intéresse beaucoup dans le contexte de Madagascar. Qui sont de grande ampleur, qui sont de grandes dimensions, qui sont aussi beaucoup plus accessibles financièrement, donc beaucoup plus rentables. Donc là, ce qu'on a déjà observé ces dernières années, ça va encore se décupler. Et c'est quelque chose qui est important à savoir. Évidemment, actuellement, le contexte en plus actuel avec la guerre, on a une hausse des hydrocarbures qui est très très forte. Donc ça va aussi venir renforcer cette tendance. Donc ça va jouer ce qu'on pressent sur Madagascar, mais sur globalement toute l'Afrique subsaharienne, c'est que ça va jouer sur le développement, encore une fois, des solutions solaires hybrides avec stockage. Donc en milieu urbain, puisqu'on a, comme on l'a dit, on a une mauvaise qualité du réseau, donc on a besoin de stocker l'énergie et d'avoir ce stockage pour pouvoir produire une énergie propre. Et puis en milieu rural, à travers des mini-réseaux, soit si c'est de la petite échelle, ça va être pour électrifier par exemple des centres de santé, des écoles ou des petites activités génératrices de revenus, on va être en pur solaire, pur off-grid. Et puis sur des systèmes plus gros, on va être sur des applications hybrides avec soit un générateur diesel, de l'hydroélectricité, puisqu'à Madagascar, il y a quand même pas mal de sites qui sont favorables. Donc on peut avoir un bon complément du solaire avec l'hydroélectricité, et puis de l'éolien aussi, il y a eu des cas. De villes qui ont été électrifiées en mini-réseau, on a combiné du solaire et de l'éolien. Voilà, juste quelque chose sur lequel on veut attirer l'attention, c'est que le domaine du stockage, les solutions de stockage avec le lithium, c'est un secteur qui est en train de maturer, on va dire, qui est en train de grandir, mais il y a encore un petit peu de problématiques. On manque de recul aussi sur cette technologie. Donc, il faut faire vraiment attention aux solutions de batteries lithium qui sont déployées sur les projets. Et on voit aussi beaucoup de produits qui sont importés, qui répondent pas forcément à des normes ou qui répondent pas forcément à des standards de sécurité. Il y a des problématiques de sécurité qui peuvent être très importantes. Donc, on veut vraiment attirer l'attention, peut-être pour terminer
cette présentation sur cet aspect-là, et notamment le fait de coordonner dans un système à la fois que la solution de stockage soit coordonnée avec la solution électronique, donc en l'occurrence nos solutions de Victron, pour qu'il y ait un fonctionnement qui soit optimal et qui soit sécurisé. Voilà, donc c'était un petit peu notre point de vue sur l'électrification rurale à Madagascar, vraiment plus sur le côté fabricant et le côté technique. Merci en tout cas d'avoir écouté, et puis je te laisse la parole, Alexis. Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup Clément, merci beaucoup pour cette présentation très complète sur vos solutions, mais surtout sur les défis des implantés techniques et même de l'environnement. Effectivement, hein, je pense que la durabilité des solutions bon marché, c'est une vraie question. On aura peut-être l'occasion d'y revenir à la fin. Oui. Pour garder la dynamique et ne pas garder du temps pour les questions, je propose d'enchaîner directement avec Madame Katia Toschnitz, désolé pour la prononciation si elle est mauvaise, Senior Investment Manager chez Bamboo Capital Partners. Donc Katia, je vous laisse la parole. Merci Alexis. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et pour l'opportunité de présenter le travail de Bamboo Capital Partners et l'OMDF à Madagascar. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, Bamboo Capital Partner est une plateforme d'investissement à l'impact qui a été créée en 2007 et Bamboo offre des solutions de financement innovantes et adaptées pour catalyser en fait l'impact durable. Plus particulièrement, on offre du financement dans 4 différents secteurs, l'inclusion financière, accès aux services de santé, agro-business et bien entendu aussi accès à l'énergie durable. Bamboo Capital Partners gère des différents fonds financés par des différents bailleurs de fonds sur les différents secteurs et dans les différentes régions, y compris l'Off-Grid Market Development Fund. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, l'Off-Grid Market Development Fund ou l'OMDF, c'est un fonds qui est initié par le gouvernement de Madagascar et piloté par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures à Madagascar. OMDF est financé par la Banque mondiale qui a mis à disposition un budget de 40 millions US$ pour en fait développer le marché solaire hors réseau, des produits Pico-PV et des systèmes solaires domestiques des qualités à Madagascar, ce qui est l'objectif de l'OMDF. Alors plus particulièrement, l'objectif de l'OMDF est d'appuyer la création d'un marché durable pour la distribution des produits solaires à Madagascar, qui soit stable après la fin du projet de l'OMDF, ce qui est prévu pour juin 2024. Alors, l'objectif de l'OMDF est de fournir l'accès à l'électricité à au moins 300 000 foyers et PME jusqu'à la fin du projet, comme j'ai déjà dit, ce qui est le juin 2024 pour l'instant. Pour appuyer les distributeurs de produits solaires à Madagascar, l'OMDF offre 2 types de financement, lignes de crédit et des subventions. Avec son offre de subventions, l'OMDF s'adresse aux distributeurs de produits solaires et offre différents types de subventions. La subvention de base, la subvention standard, c'est une subvention basée sur les résultats, c'est-à-dire que le distributeur, avec chaque distribution réalisée, un distributeur pourrait demander le décaissement d'une subvention. Cette subvention par produit est alors basée sur le résultat et bien définie, basée sur les caractéristiques techniques du produit. Il y a la possibilité de recevoir une subvention supplémentaire pour toutes les distributions qui sont accompagnées avec une solution de financement des consommateurs, comme par exemple PSUGO ou microcrédit. Ces subventions, comme j'ai déjà dit, ce sont des subventions basées sur les résultats qui sont alors décaissés après la réalisation de la distribution. Mais pour aussi appuyer les distributeurs de lancer la distribution ou d'accélérer la distribution, une partie de cette subvention basée sur les résultats pourrait être préfinancée par une subvention de démarrage.
L'objectif de cette subvention de démarrage est d'appuyer aux distributeurs de financer les coûts pour le lancement, comme par exemple les campagnes de marketing, les salaires, etc. En fait, toutes les activités qui appuient le lancement ou l'accélération de distribution pourront être financées par cette subvention de démarrage, sauf les fonds du déroulement. Le fonds du déroulement, par contre, pourrait être financé par la ligne des crédits de l'OMDF. Alors, en fait, l'offre de la ligne de crédit s'adresse aux distributeurs du produit solaire pour financer les stocks, mais aussi les créances solaires. Mais cette offre de ligne de crédit s'adresse également aux institutions de microfinance et aux banques qui souhaitent financer des crédits solaires aux consommateurs final, utilisateurs finaux. Actuellement, l'OMDF travaille avec 16 bénéficiaires sur la facilité de subvention et avec 3 bénéficiaires de la ligne des crédits, mais on accepte toujours des demandes de soumission, des demandes de crédit et de subvention. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, la plupart des potentiels, mais également des défis et opportunités ont été déjà mentionnés. Du coup, j'essaie d'être bref et me focaliser sur la distribution des produits solaires. Alors, en 2021, les bénéficiaires de l'OMDF ont distribué environ 50 000 produits de qualité. Qualité, ça veut dire dans le contexte de l'OMDF des produits qui sont certifiés Verasol, ce qui est une des critères principaux de l'OMDF. On estime quand même que le potentiel du marché est encore plus grand. On estime que le potentiel du marché est environ 3 millions produits de petits et moyens taille. Actuellement, c'est-à-dire en 2021, Madagascar reste une marché pour les produits d'entrée de gamme, c'est-à-dire des lanternes ainsi que des petites et moyennes SSD. Mais on constate également qu'il y a la demande pour les produits plus grands et les appareils connectés, comme par exemple les télés, augmentent. En ce qui concerne les types de financement, on constate que la majorité des produits vendus à Madagascar sont accompagnés avec des solutions de financement des consommateurs, comme par exemple PSUGO et microcrédit. Et du côté l'OMDF, on estime que la part des produits qui seront vendus avec des solutions de financement des consommateurs va encore augmenter vu la taille des produits et les prix qui vont également augmenter. Slide suivante. Voilà. Et cet besoin de financement de consommateurs par microcrédit et PSUGO est également un des challenges à Madagascar vu le pouvoir d'achat limité à Madagascar. Un deuxième défi qu'on constate d'un côté investisseur, c'est la faisabilité des plans d'affaires. Heureusement, il y a beaucoup des entreprises qui sont intéressées à Madagascar pour lancer la distribution des produits solaires, ce qui nécessite quand même une préparation profonde sur le lancement, c'est-à-dire une analyse des marchés, phase pilote, test des produits à Madagascar, etc. Du coup, les efforts et les coûts nécessaires pour le lancement de la distribution sont des fois sous-estimés. Mais l'OMDF est là pour appuyer les entreprises pour financer ces activités par la composante de démarrage, de subvention de démarrage. Et comme aussi déjà mentionné par Schneider Electric, le cadre régulatoire à Madagascar est favorable pour la distribution des produits solaires à Madagascar. Il y a par exemple une exonération de TVA des droits des douanes. Plus il y a le support de l'OMDF par les subventions et par la ligne de crédit. Et vu la taille du marché, potentiel du marché, on estime qu'il y a un risque faible de saturation pour la distribution des produits solaires à Madagascar. Slide suivante. Voilà, du coup, j'arrive à la fin de ma présentation et comme j'ai déjà dit, l'OMDF reste encore ouvert pour toutes les entreprises qui sont intéressées de
être bénéficiaire de l'OMDF. Du coup, on accepte toujours les demandes de subventions et des crédits. Merci. Merci beaucoup Katia pour cette présentation. Petit rappel aux participants, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat qui seront encore une fois posées à la fin des présentations. Je passe à présent la parole. Il y a un petit changement d'intervenant. Je passe la parole à Enzo Sensi, qui est Finance Manager, toujours chez Africa Green Tech, Madagascar, qui va donc nous présenter les activités d'Africa Green Tech à Madagascar. Donc Enzo Sensi, n'hésitez pas à allumer votre caméra et la parole est à vous. Enzo, oui, c'est bon, parfait. Ouais, normalement, c'est Moritz qui est censé présenter et j'étais censé accompagner pour les questions plus tard. Alors, je sais pas si Moritz est dans le call, mais sinon, je peux présenter sans aucun problème. C'était le... Donc, j'imagine petit changement. Je vous reprends dans 15 secondes. Hop. Ok, c'est bon. J'imagine que vous m'entendez maintenant. Ok, désolé pour cette ce petit changement. Du coup, j'avais déjà présenté, je me souviens, il y a quelques mois. Merci pour l'invitation en tout cas. Du coup, l'entreprise Africa Green Tech a été fondée en 2016 par Thorsten et Aida Schreiber. Aida, donc, du coup, est sénégalaise et malienne. Et actuellement, donc, plus de 23 villages sont électrifiés par nos soins. Outre le Mali et le Sénégal, nous sommes actuellement actifs au Niger, au Tchad et à Madagascar, comme vous le voyez sur cet écran. Et comme vous le voyez, on est focus à 100% pour l'instant sur l'Afrique subsaharienne. Donc, on est une entreprise sociale et on s'efforce de permettre au plus grand nombre possible d'avoir accès à une électricité fiable, abordable et verte, comme le permet l'électricité solaire. Donc, on n'est pas une ONG, on électrifie, mais surtout, on vend l'électricité à un tarif social, un tarif très bas à nos clients, qu'on met sur un pied d'égalité. Et le but, c'est évidemment d'exploiter les projets à long terme. En règle générale, on va être plutôt sur du 20 à 30 ans. Donc voilà, peut-être prochain slide. Ok, parfait. Du coup, comme vous le voyez, l'accès à l'électricité, à l'eau potable et aux chaînes de froid, on a 80% des personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, 87% des populations rurales qui n'ont pas accès à l'eau saine et propre, et 86% des ménages malgaches qui rencontrent souvent des problèmes sanitaires. Et c'est là qu'on vient intervenir avec notre solution d'Impact Site. Prochain slide, s'il vous plaît. Très bien. Du coup, ici, on a les opportunités et les défis. En gros, les localités qui restent électrifiées sont plus grandes que dans les autres marchés sur lesquels on est actif. Mais la plupart du temps, elles sont pas plus facilement accessibles. Il y a toujours les deux côtés de la médaille, si vous voulez. Ensuite, avec les DPP, on a eu une grande opportunité pour le secteur privé d'échanger directement avec les ministères concernés. J'imagine que ce sera plus propre aux personnes à Madagascar pour comprendre ceci. Ensuite, la grande liberté tarifaire s'avère être un grand avantage pour nous parce qu'on a en grande partie libre de pouvoir fixer nos tarifs d'électricité, ce qui est quand même bien plus simple. Et ensuite, on peut ainsi introduire nos tarifs de jour et de nuit, et nous pouvons également moduler les tarifs en fonction des consommateurs et de la possibilité financière. Donc ça, c'est vraiment, si je puis dire, quelque chose dans lequel on croit énormément. C'est-à-dire de pouvoir adapter les tarifs et adapter nos services en fonction de la possibilité de nos potentiels consommateurs dans les villages. Donc voilà, il y a un vaste ensemble de règles et différentes compétences donc de l'ADER, la MEH, MEF, ORE, ONE. Et un exemple pratique, donc le projet de Giroteratra, qui est une association de 30 villages qui a fait l'objet d'un appel d'offres en 2017. Et jusqu'en décembre dernier, il était
il était décidé que nous réaliserons une étude environnementale simplifiée, PREE, pour ce projet. Et lundi, il a été communiqué qu'il s'agira plutôt d'une EIE, ce qui a potentiellement pour conséquence que le projet ne sera pas mis en œuvre. Moritz, donc du coup, et la personne, je sais pas s'il est dans le call, ce serait plus simple parce que je suis pas du tout basé à Madagascar, donc j'imagine que je donne pas les meilleurs détails, mais j'espère que vous pouvez quand même comprendre et qu'ensuite je pourrai répondre à toutes vos questions. Ensuite, prochain slide. Voilà, donc ça c'est la solution de l'Impact Site. Je pense que vous l'aviez déjà vu et si vous êtes déjà familier avec Africa Green Tech, alors le but de l'Impact Site, c'est d'avoir un système holistique et en fait en créant des effets de synergie, on est en mesure de mettre en œuvre un modèle commercial durable tout en créant un impact à long terme. Et le but de cet Impact Site, c'est pas seulement de délivrer en fait, si vous voulez, de l'électricité, mais aussi c'est de pouvoir rendre les communautés qui habitent dans ces villages beaucoup plus indépendantes. Alors on n'a pas seulement, donc comme vous pouvez voir juste en haut, la centrale solaire, mais on a aussi les compteurs intelligents qui permettent au foyer de se connecter directement à notre source d'électricité. Vous pouvez voir au milieu le Cooltainer qui est une de nos dernières innovations. Alors le Cooltainer, il va servir à quoi? En fait, c'est une grosse chambre froide où les maraîchers ou les paysans peuvent venir stocker leur récolte et ils peuvent acheter en fait, si vous voulez, une petite partie de la chambre froide afin de pouvoir stocker au mieux leur récolte. On a aussi un système de purification de l'eau qui est extrêmement important. On a un accès Internet qu'on est en train de développer aussi au Niger en ce moment, qui permettent aux communautés de pouvoir se connecter, ce qui est extrêmement important aussi. On a les pompes solaires. Et on essaye de mettre en place sur le côté un conseil aux PME pour améliorer la productivité. En effet, lorsqu'on vend l'électricité dans le village, on la vend pas uniquement au foyer, on la vend aussi aux petites entreprises. Pour nous, c'est primordial de pouvoir vendre de l'électricité qui est de l'électricité productive, c'est-à-dire l'électricité qui va être utilisée pour, par exemple, les petites entreprises du village. Prochain slide. Voilà, donc ça c'est notre équipe à Madagascar. Vous pouvez voir Maurice au fond et Scrolan qui font partie de notre équipe en Allemagne et qui sont maintenant à Madagascar. Et puis notre équipe locale qui est ici avec Bao, par exemple, qui est la directrice financière. Voilà. Prochain slide, je pense que c'est le dernier slide. Parfait. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me revenir si vous avez des questions. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup Enzo pour la présentation et pour l'effort pour tenir les délais. Je passe la parole sans plus tarder à notre dernière intervenante, last but not least, Camille André Bataille, CEO et cofondatrice chez Anka Madagascar. Camille, la parole est à vous. Merci Alexis, bonjour à tous et merci pour cette opportunité d'intervenir aujourd'hui. Je vais essayer d'être rapide parce que je crois que le temps passe vite et comme je suis la dernière, il ne faut pas que je m'éternise trop. Donc je vais vous présenter un peu les activités d'Anka Madagascar. Slide suivante. Si elle arrive. Les activités d'Anka s'orientent en fait autour de 3 axes principaux qu'on a identifiés comme étant l'accès à l'électricité, et c'est ce qui va le point sur lequel je vais me focaliser aujourd'hui, la fiabilité et la sobriété. Et donc c'est le moment là où les petites animations vont arriver. Voilà. Donc au sujet de l'accès à l'électricité, donc nous on est un développeur et exploitant de mini-réseaux solaires avec une approche un peu particulière que je vais développer par la suite. On a aussi une activité qui est plus liée autour de l'axe fiabilité, animation, qui est ce qu'on appelle nous l'autoconsommation verte, c'est-à-dire qu'on agit en tant que PCI, donc en tant qu'installateur de solutions solaires indépendantes pour tout type d'usagers en zone urbaine, périurbaine ou rurale. Et enfin, sur l'axe sobriété, on vient intervenir à travers une activité qui est assez nouvelle à Madagascar et plus généralement en Afrique subsaharienne, qui est l'efficacité énergétique. Donc là, on travaille vraiment à travers des audits à essayer de mieux comprendre les consommations et comment consommer de manière plus intelligente, puisque même si l'accès à l'électricité est un vrai défi, notamment à Madagascar, ceux qui ont déjà accès à l'électricité peuvent aussi améliorer leur schéma de consommation. Et enfin, le dernier pôle d'activité qu'on a vient en fait boucler la boucle
c'est une activité de conseil et d'assistance technique par laquelle on diffuse humblement notre expertise et notre expérience à travers ces 3 axes et vraiment particulièrement à travers le métier de développeur et d'opérateur en électrification rurale. Slide suivante, s'il vous plaît. Oui, voilà, pardon, ça c'était la dernière mission. En termes d'activités en lien avec l'électrification rurale, on a une approche un peu particulière qu'on appelle Mini-Grid 3.0, qui a vraiment pour vocation d'essayer de se focaliser non pas uniquement sur la vente d'électrons à travers des systèmes, mais de transformer cette industrie de vente d'électrons en une industrie qui crée de la valeur ajoutée. Et pour ce faire, on ne travaille pas uniquement sur l'axe de l'accès à l'énergie, mais on utilise l'accès à l'énergie comme un outil qui permet de faire levier sur d'autres activités utiles au développement et à l'impact dans les zones dans lesquelles on intervient. C'est le cas à travers le modèle AgriGrid, qui lui permet de créer un pont entre l'accès à l'énergie et le développement de l'agribusiness au sens très large, activités d'élevage, activités d'agriculture, transformation, irrigation, conservation à froid. On a aussi un axe dans nos activités au niveau local pour l'introduction de la cuisson électrique, donc pour essayer de transformer les habitudes de consommation sur l'aspect cuisson. On a un axe également qui est lié à l'eau. Donc, on intervient aussi sur le développement de solutions et la gestion de systèmes d'adduction d'eau en parallèle des systèmes d'électrification. On a également une intervention qui permet de regrouper des usages productifs, donc à travers des hubs productifs ou des plateformes productives. Donc là, c'est un vrai travail autour des entrepreneurs locaux et des usages productifs ou ce qu'on appelle les AGR. Et enfin, le dernier véhicule qui est assez nouveau, c'est un véhicule de financement des AGR. Donc, on est en train de créer un véhicule de financement systématique des usages productifs, notamment pour lever la barrière à l'entrée sur l'acquisition des équipements électriques productifs, qui est un vrai sujet si on veut pouvoir développer et augmenter les usages productifs dans les projets d'électrification. Slide suivante. Quelques chiffres et quelques données liées aux impacts qu'on a et aux réalisations qu'on a. Donc, d'ici à fin 2022, on aura 17 mini-réseaux installés pour près de 2 MW de capacité solaire, ce qui vise 50 000 bénéficiaires directs. On a bien sûr un pipe aussi de projets en cours de financement sur un mécanisme de blended finance, c'est-à-dire qu'on fait appel à la fois de la subvention, des capitaux propres et de la dette pour financer les CAPEX initiaux. Comme je l'ai dit, on a une approche assez holistique avec un focus beaucoup sur les usages productifs et les chaînes de valeur. Et comme ce qui a été mentionné auparavant par mes collègues, on introduit aussi des kits solaires comme solution complémentaire pour augmenter les taux de pénétration. On travaille sur des projets qu'on essaye d'introduire dans un mécanisme de finance carbone. On a une vraie orientation sur des impacts liés à l'action climat, à la protection de l'environnement, mais aussi à la lutte contre les discriminations à travers un certain nombre de chartes et aussi d'engagements dans nos activités. Et enfin, dans nos actions locales, on travaille très étroitement avec les populations et les autorités locales, ainsi que à travers des activités comme de la formation, du renforcement de capacité, et même depuis un petit moment maintenant, et ça n'a pas encore abouti, j'espère que ça aboutira prochainement, la mise en place d'un centre de formation, le Solar Lab, qui a pour vocation de former des ressources peu qualifiées pour être en mesure de prendre en main des projets de terrain. Voilà, slide suivante. Juste pour montrer, je pense, cette slide, voilà notre présence sur la scène internationale. Donc, effectivement, on travaille régulièrement avec l'ARE, avec Lambda également, et à travers d'autres interventions pour diffuser nos apprentissages, nos retours d'expérience et nos acquis de terrain pour essayer de faire évoluer l'industrie et aussi les cadres réglementaires dans l'industrie. Et enfin, sur la dernière slide, quelques remarques ou food for thought par rapport au contexte du secteur à Madagascar. Tout n'y est pas mentionné, c'est quelques points, peut-être les principaux ou ceux que j'ai voulu relever aujourd'hui. Il y a un marché encourageant et engageant à Madagascar, mais qui nécessite qu'on le rende un peu plus attractif
notamment pour les investisseurs étrangers, ce qui aujourd'hui peine encore un petit peu à arriver. On a un cadre réglementaire qui est favorable, qui a subi plusieurs modifications et améliorations au cours des dernières années, mais qui doit encore être renforcé et qui doit surtout être mis en application. Et ça, c'est un vrai sujet pour promouvoir les acteurs qui respectent ce cadre et pour stimuler et favoriser voilà, les acteurs et les initiatives réglementées, correctement mises en œuvre, qui promeuvent la fiabilité des systèmes, la qualité des matériels et une approche en adéquation avec l'orientation politique dans le pays. Bien sûr, on peut compter sur plusieurs partenaires techniques et financiers actifs. C'est le cas de la GIZ, c'est le cas de l'ONUDI, de l'Union européenne et d'acteurs plus nouvellement sur le terrain comme l'AFD. Et c'est très positif. Maintenant, ce qui est important pour des développeurs comme nous, c'est de pouvoir envisager davantage de produits financiers et de mécanismes basés sur voilà, cette finance mixte, comme je le disais tout à l'heure. Et enfin, on peut compter sur une contrepartie nationale active, mais qui manque encore de moyens, et donc pour laquelle il est nécessaire de faire du renforcement de capacité et de la dotation de moyens pour qu'elle soit vraiment en pleine capacité d'accompagner le secteur et les projets qu'on développe. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je reste à disposition pour des questions. Merci beaucoup Camille, merci beaucoup à tous les intervenants. Alors on a reçu pas mal de questions, je vais les prendre au fil de l'eau, on va essayer d'en traiter un maximum. Demande spéciale aux intervenants de privilégier des réponses courtes. Première question, de savoir si le webinar est accessible par la suite en replay webinar. Donc la réponse est oui sur la page LinkedIn de l'ARE. Donc ce cas pratique étant traité, la première question revient à vous Katia sur les conditions pour l'obtention d'un crédit pour le financement de kits solaires dans le cadre de l'OMDF. Question que je compléterai avec les taux de subvention qui sont observés sur ces projets. Donc Katia, si vous pouvez prendre voilà, super. Yeah. Alors tous les critères, ça sera trop long de les lister maintenant, mais ils sont tous visibles sur notre site web omdf.mg. D'une manière générale, un des critères, comme j'ai déjà mentionné dans la présentation, c'est la certification Verasol pour les produits. Et après, il faut avoir un système de suivi des produits professionnels, etc. Les prix doivent être commerciaux, c'est-à-dire on ne peut pas subventionner la distribution gratuite, etc. Mais tous les critères sont sur notre site web ou par email. Vous pouvez aussi m'envoyer un email. En ce qui concerne le niveau de subvention, est basé sur la luminosité des produits. Les maximums de la subvention de base pour un produit avec un point lumineux, c'est 10 US$. Et pour les produits avec plusieurs points lumineux, le maximum est 35 US$. Il y a des primes supplémentaires pour les distributions dans quelques régions spécifiques et si les produits sont vendus avec PSU et microcrédit. Également pour des questions plus détaillées, notre site web ou m'envoyer une email. Très clair, merci beaucoup. Et une autre question, donc qui s'adresse plutôt aux deux, on va dire, deux développeurs de projets de l'audience. Une question sur, alors, qui est formulée comme suit, qu'en est-il de la désertification des sols de l'implantation du PV? Et donc, je me permets d'adresser de façon plus large, donc l'impact du solaire sur effectivement l'impact environnemental du solaire et l'utilisation des sols qui est donc bloquée du fait de l'installation d'une centrale solaire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a paru, donc la question va s'adresser à Camille, à Enzo, c'est quelque chose qui vous a paru bloquant dans le développement de vos projets ou est-ce que vous avez évoqué par exemple des complémentarités? Est-ce qu'au contraire, vous avez réussi à combiner le solaire avec d'autres usages sur l'utilisation donc foncière de vos projets? Donc celui des deux qui souhaite prendre la parole sur ce sujet. Je ne sais pas si Camille ou Enzo veut... Oui, c'est Camille, je peux commencer à répondre. Allez. En premier lieu, la réponse est non. Moi, je ne vois pas de contre-indication. On n'est pas sur des centrales
immenses non plus, hein. On parle de projets d'électrification rurale, donc c'est pas des centaines de mégawatts installés. Ensuite, il y a toujours la possibilité de développer du solaire en toiture. C'est ce que je mentionnais par exemple sur les plateformes ou les hubs productifs. Donc, il y avait une petite photo qui était illustrative. C'est d'installer le solaire sur la toiture d'un bâtiment qui peut ensuite servir de bâtiment pour accueillir des magasins, des usages, des marchés, etc. Et enfin, même si les installations solaires sont au sol, on peut envisager des cultures ombragées sous les installations solaires elles-mêmes, ce qu'on appelle un peu le principe de l'agri-énergie, mais voilà, c'est de l'agrivoltaïsme par exemple aussi. Mais voilà, on peut combiner plusieurs usages autour d'une centrale solaire. Très clair, merci beaucoup. Je ne sais pas si Enzo veut rajouter quelque chose à ce sujet. Si ce n'est pas le... Ah, voilà. On peut rajouter, alors très très brièvement, je pense que ce que Camille a dit a beaucoup de sens. Alors nous, on n'a pas, on va dire, plusieurs utilisations, c'est-à-dire que notre centrale solaire, une fois qu'elle est sur le sol, elle est sur le sol, on l'utilise pas pour autre chose, mais on fait extrêmement attention. On fait extrêmement attention à pas endommager les sols et endommager les cultures. Simplement, voilà, par exemple, on a changé, nous, de base, on installe en Afrique des solar containers, donc qui est en fait un container qui était installé en tant que centrale solaire. Et aujourd'hui, pour Mavellona, par exemple, notre premier village à Madagascar, on a dû changer parce que c'était impossible d'accès avec ce gros container. Donc là, c'est des petits panneaux solaires en fait qui sont installés un peu près partout. Et comme je disais, voilà, on prend énormément soin des sols et on a très peu d'impact direct là-dessus. Mais voilà, pas de double utilisation, uniquement centrale solaire pour l'instant. Très clair, merci beaucoup. La question suivante va plutôt s'adresser, on va dire, aux deux fournisseurs, donc Julia et Clément. Vous avez tous les deux évoqué partiellement ce sujet dans votre présentation, c'est sur la qualité donc des solutions fournies et surtout et donc de la confiance des ménages pour s'équiper en solaire. Est-ce que vous ressentez l'impact de l'utilisation de produits donc de mauvaise qualité qui viennent donc entacher l'image du solaire en se dégradant trop rapidement, ou vous avez même, Clément, évoqué des problèmes de sécurité. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez au quotidien et si oui, comment vous faites pour lutter contre ça? Clément ou Julia? Je veux bien commencer. Julia aussi donnera son point de vue, peut-être. En fait, actuellement, on observe énormément cette problématique, hein. Je pense que 95% des produits qui sont diffusés à Madagascar et globalement dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne sont des produits de basse qualité. Et ça pose vraiment des problèmes en termes de services rendus, en termes de durée de vie et même de manière globale sur la confiance que les gens peuvent avoir dans l'énergie solaire. On entend souvent les gens dire que ça fonctionne pas. Donc c'est clair que c'est un challenge, c'est une problématique. Nous, on essaye d'y répondre à notre manière. On essaye déjà à travers nos produits, on fait un focus sur la qualité, on offre une garantie de 5 ans sur les produits. Donc, on est plutôt orienté sur du service de long terme. Évidemment, on n'est pas orienté sur le prix le moins cher à l'achat, mais on est orienté sur le moins cher à l'utilisation. Mais après, on peut avoir le meilleur produit du monde, s'il n'est pas correctement installé ou s'il n'est pas correctement dimensionné, ça fonctionnera pas. Donc, si ces trois piliers ne sont pas présents, le projet peut pas réussir. Donc, on essaie aussi de faire beaucoup de travail là-dessus, d'éducation, de formation, sur apprendre aux gens à installer correctement le système et à sélectionner le bon produit de la bonne puissance pour rendre le bon service. Voilà, mais ça fait partie vraiment des challenges auxquels on fait face, hein. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Julia, vous voulez compléter par rapport à ce qui a été dit sur ce sujet. Je suis totalement en phase avec ce que vient de dire Clément. Il est aussi intéressant pour les produits de fabricants d'être du coup certifiés, comme par exemple les produits proposés
pour les subventions avec le programme OMDF, avec la certification Verasol, ça peut rassurer les ménages et la population. Et oui, miser sur la formation au niveau local, c'est très important aussi, et proposer des garanties, c'est évident. Merci beaucoup. Alors malheureusement, on atteint déjà la fin, l'heure de fin de ce webinaire. Il y a encore beaucoup de questions que nous n'aurons pas le temps de traiter, donc on pensera la prochaine fois à faire un webinaire d'1h30. Quelques mots pour clôturer. Tout d'abord, je vous invite à prolonger cet échange au sein de l'ARE. La plupart des intervenants, si ce n'est tous, sont membres de l'ARE. Donc on peut continuer cet échange soit en direct, soit via la page LinkedIn des membres de l'ARE. Également, je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'ARE qui relaie toutes ces opportunités. Et bien sûr, avec grand plaisir, nous vous recevons sur les prochains webinaires et forums. En particulier, je vous donne l'info du forum Energy Access Investment Forum qui aura lieu en physique, on l'espère, l'événement annuel phare de l'ARE qui aura lieu du 28 au 30 juin. Donc on espère vraiment s'y retrouver très nombreux pour célébrer le secteur. Un dernier point pour conclure, je voulais préciser voilà, que l'ARE va également, avec l'ADEME, publier prochainement une étude sur le marché, sur les équipements pour les usages productifs dans le cadre du marché des énergies renouvelables décentralisées. Donc une étude qui va être documentée, qui va être publiée prochainement, qui sera bien sûr diffusée très largement. Donc, je voulais encore une fois remercier tous les organisateurs, toutes les personnes qui ont permis à ce webinaire d'avoir place. Bien sûr, un merci tout particulier à chacun des intervenants pour leurs interventions de qualité, pour avoir pris le temps de partager leur expérience. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt, en espérant vous retrouver sur les différents canaux cités et à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, soirée, fin de journée en fonction de où vous vous trouvez. Merci encore pour votre attention